C'est rigolo ce petit son là. Je vois pas la vidéo. Alors, bonjour à tous. On attend un petit peu que tout le monde se connecte et puis on commencera notre webinaire sur l'accès direct. On se donne 2, 3 minutes avant de commencer pour être sûr que tout le monde soit là dès le début. Allez, je vous propose de commencer et puis on verra s'il y a des nouveaux qui arrivent et pourront se connecter. Oui, je vais commencer l'introduction. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Pour introduire cette soirée, on souhaitait vraiment vous remercier de l'intérêt porté à la thématique de ce soir. En effet, c'est un premier webinaire qu'on organise au sein de l'URPS et on a eu un certain intérêt, un grand nombre d'inscrits avec une majorité de kinés et plus d'une dizaine de coordinatrices d'exercices coordonnés et puis également quelques étudiants. Donc, je suis Pauline Hubert-Bréhin, chargée de mission à l'URPS Kiné Bretagne. Donc, c'est une association régionale en fait, c'est l'Union régionale des professionnels de santé. Donc, une association régionale créée en 2009 et qui représente la profession libérale des masseurs-kinésithérapeutes bretons, qui sont dénombrés aujourd'hui autour de 4600. Et en tant que kiné, il faut savoir que vous participez aussi à la vie de notre association parce que vous êtes prélevé d'une cotisation qui permet notre fonctionnement. Donc, on a plusieurs missions. On a celle de représenter la profession auprès des instances telles que l'ARS, l'assurance maladie. Et notamment, un des derniers travaux a été la révision du zonage masseur-kinésithérapeute en Bretagne qui est paru en novembre dernier. Donc, on a toutes les informations disponibles sur notre site si ça vous intéresse. Et une autre des missions, c'est de pouvoir accompagner la profession dans le déploiement des nouveaux modes d'exercice, donc notamment l'accompagnement vers l'exercice coordonné, mission qui est confiée par les URPS à Gécolib. Et un autre exemple de nouveaux modes d'exercice, et qui est notre thématique ce soir, c'est les différents accès directs en kinésithérapie.
Et une de vos attentes principales pour ce soir, c'était d'avoir des exemples concrets d'application. Donc, je vais vous présenter un petit peu le déroulement de la soirée et puis je laisserai ensuite le soin aux élus kinés qui seront animateurs de nos échanges ce soir de se présenter. Hop. Est-ce que le diaporama s'affiche bien? Programme de ce soir? Oui, oui. Parfait. Donc, Adeline commencera par présenter l'accès direct en exercice coordonné. Euh, Au niveau de l'organisation, après chaque partie, un temps sera dédié aux questions que vous pourrez poser via le chat afin de faciliter nos échanges au niveau de la fluidité. Et puis Anne-Marie se chargera de pouvoir nous les faire remonter. Donc, il y aura à chaque fois un temps de questions-réponses. Et si le temps imparti n'est pas suffisant ce soir pour répondre à toutes vos questions, on sera bien sûr à votre disposition. Vous pourrez nous transmettre vos questionnements sur un second temps. Et on souhaitait également vous informer de l'enregistrement du webinaire. Donc, comme je disais, Adeline va commencer avec l'accès direct en exercice coordonné. Puis ce sera Serge avec l'accès direct dans le cadre de l'urgence. Serge continuera avec le hors nomenclature. Et Franck nous parlera des protocoles de coopération. Et nous avons aussi Stéphane Well, vice-présidente de l'URPS, qui également se présente avec nous ce soir, donc en tant qu'expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Rennes. Et elle est là aussi pour nous apporter un éclairage juridique. Donc je laisse la main à Adeline pour commencer le tour de table. Oui, bonjour, je suis Adeline Carvarec, je suis kiné libérale à Quimper dans le Finistère. Je laisse donc la main à Serge de se présenter. Bonjour, donc je suis Serge Colombel, je suis kiné ostéopathe en centre-ville de Rennes. En centre-ville de Rennes, voilà. Alors, Franck Adrian, je suis kiné sur Vannes et puis j'ai la chance, un peu l'honneur aussi de présider l'URPS kiné. Et je vous présenterai donc le protocole de coopération ce soir. Et je passe la main à Stérène. Stéphane Noël, je suis kiné libérale à Quimper et je suis donc vice-présidente de l'URPS. Et Anne-Marie Bourdeau, je suis kiné libérale dans la région de Dinan, donc dans les Côtes-d'Armor. Je laisse la parole à Aline. Alors, pour présenter tout d'abord, pour commencer les festivités, d'abord je vais vous présenter l'accès direct conventionnel en exercice coordonné. Donc, c'est un exercice, un accès direct qui est assez récent. Donc, tout d'abord, dans quel type d'établissement on peut faire cet accès direct? Donc, vous avez la liste là, les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de santé, les EHPAD, les équipes de soins primaires ou spécialisés, les centres hospitaliers, les établissements de santé, les hôpitaux publics ou privés, les cliniques, les centres de lutte contre le cancer, les établissements privés d'intérêt collectif, les établissements aux services sociaux ou médico-sociaux. Donc, il ne s'agit pas d'aller faire du porte-à-porte dans les EHPAD, évidemment, pour aller chercher des patients, mais en tout cas, on a un accès direct dans ces établissements-là. C'est plutôt les soignants qui demandent, et, enfin, les infirmières, par exemple, on n'a pas plus besoin de passer par l'ordonnance d'un médecin. Je te laisse passer à la slide suivante, Colline. Donc, questionnement, combien de séances je peux faire dans ce cadre d'accès direct? Donc, s'il n'y a pas de diagnostic médical, que le patient se présente à votre cabinet dans l'établissement dans lequel vous exercez, sans diagnostic, on peut faire 8 séances maximum à réaliser dans les 3 mois et en adressant évidemment un bilan au médecin traitant et au patient. Évidemment, si le patient se dégrade pendant vos séances, on le réadresse au médecin, comme on peut le faire habituellement. S'il y a un diagnostic médical, il n'y a pas de limitation du nombre de séances. On envoie aussi un bilan au médecin traitant et on en donne un au patient. Et le souci là, c'est plutôt de pallier au contrôle, prouver qu'il y avait un diagnostic médical. Donc, il faut bien garder en sa position tout ce qui justifie ce diagnostic. Le justificatif de la LD s'il y en a une, un compte-rendu opératoire, un compte-rendu de radio, d'hospitalisation, un compte-rendu médical. Je te laisse passer à la slide suivante, Pauline. Donc, en pratique, comment je fais avec mon logiciel que j'ai à mon cabinet? Donc, il n'y a pas de document à scorer.
On renseigne son propre numéro ADELI comme numéro de prescripteur. On adresse, comme je vous l'ai déjà dit, le bilan au médecin traitant, qui n'est pas forcément le médecin de la structure, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être dans une clinique et adresser le bilan au médecin traitant. Et je donne le bilan au patient et je cote mon acte évidemment en fonction de mon bilan. Voilà, c'est assez simple finalement. Je pense que Pour le moment, pour il n'y a pas de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions à formuler via le chat? Apparemment pas, pour le moment. s'il y en a à la fin, on verra bien. Juste une question, vous m'entendez? Est-ce que vous Oui, m'entendez? Oui. Ça concerne toutes les pathologies dans l'accès direct conventionnel, ça concerne pour n'importe quelle pathologie. Oui, bien sûr. D'accord. D'accord. En fait, c'est l'ensemble de notre champ de compétences qui Oui. est mis en place, qu'on peut mettre en œuvre sans prescription médicale, à partir du moment où on est dans une des structures qu'Adeline a énumérées, en fait. D'accord. Toutes les pathologies qui figurent à la NGAP. Bien Sinon, sûr. ça serait du hors nomenclature. Tous les actes cotables. Il y avait d'autres questions, Anne-Marie, dans le chat parce que je non, vois il n'y a pas de Zoom, je questions pense dans que le c'est- chat. Non, Ok. non. On peut passer sûrement à On la passe à la suite. suite. Alors, donc, je vais vous traiter, moi, ce soir, dans un premier temps, le cadre de l'accès direct dans le cadre de l'urgence et en l'absence de médecin. Donc, il faut savoir que c'est une loi qui date du 20 janvier 2016, que le législateur a instauré la possibilité pour un kiné de prendre en charge un patient en situation d'urgence. Alors, la grosse problématique, c'est de définir qu'est-ce que c'est que la situation d'urgence. Donc, ça a été bien mis en œuvre par le Code de santé publique. Donc, conformément au dictionnaire médical de l'Académie de médecine, l'urgence médicale se définit comme une situation d'un patient à soigner sans délai. Ça, c'est la définition exacte. Elle peut s'apprécier selon plusieurs niveaux. Donc, c'est ce que vous voyez sur la slide. Donc, il y a ce qu'on appelle d'abord l'urgence sociale et ou géographique. C'est-à-dire que le patient n'a pas accès à un médecin. Le deuxième cas, c'est l'urgence ressentie. Alors ça, l'urgence ressentie, c'est une urgence qui est considérée comme urgente par le patient, mais qui ne l'est pas en réalité. Donc ça, c'est son sentiment. Par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est quelqu'un qui a une méga sciatique et qui va vous dire, oh là là, moi, je suis au bord, auprès du précipice. Donc non, non, non. Donc c'est lui qui s'est ressenti, mais ça rentre dans le cadre de l'urgence. Ensuite, vous avez l'urgence vraie. Donc, elle nécessite des soins rapides, hors protocole vital non engagé. Ça, c'est important. Et ensuite, vous avez les d'autres urgences qui sont l'urgence extrême, qui est une situation qui évolue très vite vers l'urgence absolue. Et bien sûr, l'urgence absolue qui met un pronostic vital en jeu. Alors, je rappelle quand même que ce qui est hyper important dans cette définition, c'est l'urgence en cas d'urgence et bien l'absence d'un médecin. Il faut bien faire attention. Faut bien qu'il y ait cette notion d'urgence et l'absence d'un médecin. Hein. Les deux notions doivent être réunies. Alors, en ce qui concerne l'urgence absolue et l'urgence extrême, entre guillemets, elles ne nous concernent pas. Ces deux cas-là, c'est l'obligation d'avoir notre diplôme de secouriste. Alors, il faut savoir que depuis quelques années, c'est une obligation que l'on a. Ça s'appelle l'AGFSU2. Et on doit tous l'avoir. Or, beaucoup de kinés, alors qui sont déjà un peu plus anciens, comme moi, ne l'ont pas. Et souvent, les jeunes kinés ont oublié de la faire valider. Mais c'est une obligation de formation, il faut le savoir. Donc, je vous rappelle que ce serait bien que vous vous mettiez à jour de ça.
Alors, ensuite, la mise en place. Donc, quels soins peuvent être dispensés aux patients? Donc, c'est une notion d'urgence, mais ce ne sont que des soins de kinésithérapie. On est bien d'accord, hein? Le kiné ne peut agir que dans le cadre de ses compétences. Pour rappel, hein, conformément à la loi, nous sommes une profession réglementée et donc on doit agir selon nos fonctions, selon nos capacités et nos obligations, bien entendu, hein. Donc, sauf dans le cas de l'urgence absolue, où là, c'est notre diplôme de secouriste qui prévaut. Donc, on est bien d'accord, c'est uniquement des soins de kinésithérapie. L'information au patient. Le principe est qu'il incombe au professionnel de santé d'informer son patient sur son état de santé et de recueillir son consentement. Il faut le savoir, hein. Seule l'urgence extrême ou l'urgence absolue peuvent exonérer le praticien de son obligation d'information. Bah, si quelqu'un est dans le cirage, dans le coma, c'est clair et net qu'on fait un massage cardiaque, bah voilà, hein. Dans les autres cas de situation d'urgence, donc le kiné devra veiller à délivrer au patient une information claire et loyale sur son état et sur les soins proposés. Pour rappel, l'obligation concerne aussi l'information du règlement des honoraires, c'est-à-dire qu'on doit informer le patient au départ que ses honoraires, dans le cadre de l'urgence, il faut savoir, la caisse primaire d'assurance maladie ne prend pas en charge ses honoraires. Donc, ils resteront à sa charge. Donc, on doit avoir le consentement du patient avant de pratiquer ses actes qu'il paiera les soins et que, bien sûr, il ne sera pas remboursé. Hein, ça, voilà. La continuité de soins aussi est une obligation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est intervenu dans le cadre de l'urgence, on doit transmettre au médecin un compte-rendu des actes accomplis. Ça, c'est une obligation. On doit également transmettre ce compte-rendu au patient. Voilà. Et on doit bien sûr conserver un double pour la traçabilité. Voilà ce que je peux vous dire de l'urgence en kinésithérapie. Si vous avez des questions. Il y a une question effectivement, où refaire valider son AFGSU 2. Donc, on a Alors évoqué ça, ça. il y a des organismes, hein, alors attention, vous pouvez alors bien vérifier que les organismes qui vous font la formation sont bien agréés, hein. Vous pouvez avoir certaines formations dispensées entre autres dans les CPTS, mais qui ne sont pas valides. Donc souvent, ben, les services type la Croix-Rouge, il y a les services d'urgence quelquefois hospitaliers qui peuvent vous former à ça. Mais quelqu'un mentionne les CESU aussi. Fort possible. Je ne connais pas tous les centres de formation, mais c'est vrai que vous avez, là, je vous dis, les pompiers, la Croix-Rouge, bon, peut-être les CESU aussi, je ne sais pas, c'est possible. Et bien sûr, on peut faire un financement par CPF. Hein, ça peut rentrer dans le cadre de votre formation. Et j'ai cru voir aussi le FIFPL, hein, il me semble. Oui. Enfin, ça... Oui, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des remarques, Michael qui dit que c'est très difficile à avoir et très onéreux. C'est vrai qu'il y a un investissement en temps et en coût, mais c'est obligatoire. Ouais, c'est une obligation qui nous est faite, hein. Donc, ça fait partie des obligations de formation qu'on doit avoir, c'est-à-dire qu'il faut qu'on le fasse réévaluer à période euh, obligatoire, en fait. Oui, c'est pas que obligatoire si on intervient dans le cadre de l'urgence. En fait, c'est Non. obligatoire dans notre pour exercer. Après, c'est quelque chose qui n'est pas très très connu. Donc, c'est pour ça on se permet de vous le dire. Alors, pour vous dire, on s'est questionné entre nous pour savoir qui était à jour. On n'était pas à jour. Donc, c'est aussi enfin, je veux dire, c'est une méconnaissance. Et après, on laisse passer les choses. Donc, voilà, on profitait de ce webinaire pour vous expliquer ça et nous aussi de bien nous dire qu'on devait passer On n'est sur pas cette. à jour. Ouais. On a ça doit être refait tous les 4 ans, il me semble. Oui, tous Ouais. les
apprendre et il y a des questions. Est-ce que la formation au premier secours qui a été enseignée en école de kiné au siècle dernier est encore valide? Non, justement, Non. c'est une formation plus complète. Et effectivement, c'est sûrement pas les centres Croix-Rouge locaux. Enfin, il faut viser, je pense, les grandes agglomérations. Mais on retrouve ça sur Internet, hein. Si vous tapez FGSU, il y a le site de la Croix-Rouge qui se présente en premier. Il y a sur Saint-Brieuc, sur Rennes, voilà. Après, à charge de trouver les financements. Et comme on est dans le cadre de l'exercice coordonné sur les protocoles qu'on va vous présenter tout à l'heure ou l'accès direct dans le cadre de l'exercice coordonné, c'est aussi quelque chose qui est parfois proposé dans les CPTS de former les professionnels ou en tout cas qui ont recensé les endroits où c'était possible. Donc, n'hésitez pas à retourner vers eux. Oui, il faut juste être vigilant que ce soit bien stipulé que c'est bien la FGSU2. Je me permets, Anne-Marie, il y a Marion qui a posé une question juste au-dessus. Oui, j'ai vu, oui, c'est ce que je répondais, c'est-à-dire que c'est pas effectivement le centre de secours local de la petite agglomération, hein, c'est les grands centres de Croix-Rouge, voilà, qui proposent, parce qu'autrement, eux, ils proposent le niveau premier secours, mais qui n'est pas suffisant. Mais par contre, c'est bien référencé. Si vous tapez AFGSU2, il y a le grand centre de la Croix-Rouge locale qui apparaît et il y a tout le premier niveau, les remises à niveau pour le 1, pour le 2, tout est bien détaillé. Ça se trouve assez facilement sur Internet. Mais c'est différent du premier secours de base, donc il ne faut pas se faire avoir. C'est pas celui-là, c'est pas. Voilà. D'autres questions? A priori pas. Je pense que Serge, tu peux continuer. Oui, à ce moment-là. Alors, voici Pauline. Voilà. Alors, je vais vous parler du hors-nomenclature. Qu'est-ce que le hors-nomenclature, hein, qu'il ne faudra pas confondre avec le dépassement d'honoraires ou voilà, que l'on voit beaucoup, hein. Donc, en kinésithérapie, l'utilisation du hors-nomenclature désigne des actes qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'ils ne figurent pas dans la liste des actes conventionnés de la nomenclature des actes de kinésithérapie. Toutefois, certains de ces actes peuvent être réalisés en dehors de cette nomenclature, mais à des conditions spécifiques à bien respecter. Donc, les conditions, vous les voyez devant moi. Donc, c'est ce qu'on appelle le consentement éclairé du patient. C'est une des premières conditions. Le patient doit être informé par le kinésithérapeute que l'acte réalisé est un acte hors nomenclature et il doit expressément accepter de payer cette prestation. Donc, c'est bien le patient qui devra payer cette prestation, hein. Il n'y a pas de possibilité pour quelqu'un qui est en ALD, par exemple, en CMU ou des choses comme ça. Il doit le payer. Il ne pourra pas faire jouer ça. Donc, le deuxième principe, c'est un acte non pris en charge par l'assurance maladie. L'acte doit être un soin ou une prestation non remboursable en charge par l'assurance maladie. Les actes ont pour but de prévenir les altérations et la capacité fonctionnelle, de concourir à leur maintien et d'agir dans un but thérapeutique. Mais ils ne sont pas à la nomenclature générale des actes de kinésithérapie. Alors, le respect des bonnes pratiques. Même si l'acte n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, il doit respecter les principes de la déontologie. Je vous rappelle que le kinésithérapeute est une profession réglementée, inscrite au Code de santé publique. Et il doit respecter la sécurité des soins, garantissant la qualité des prestations qui restent conformes aux exigences professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en réalité, je vais faire un peu d'humour. Si vous décidez de lui vendre des fleurs, ce n'est pas un acte hors nomenclature. Ça ne fait pas partie de notre décret de compétence. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit respecter notre décret de compétence et le code de déontologie. Si vous voulez faire quelque chose qui est hors de là, de toute façon, vous êtes obligé de demander l'autorisation au Conseil de l'ordre. Je vous dis, si vous décidez de vendre des vignettes pour coller sur votre des puzzles chez vous. Voilà, donc on est bien d'accord, hein, on doit rester dans notre référentiel, hein. La tarification.
La tarification, elle est libre pour les actes hors nomenclature. Il peut fixer ses honoraires, mais ces tarifs doivent être clairement indiqués et acceptés par le patient avant la réalisation du soin. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous faites du hors nomenclature, comme on a l'obligation de mettre dans notre salle d'attente certains tarifs les plus pratiqués dans notre cabinet au niveau de la convention, mettez aussi ces tarifs-là. Si le tarif dépasse 70 €, un devis est nécessaire et il devra être signé par les deux parties. C'est très important. Hein. Donc ça, vraiment, attention à ça, à bien respecter cette histoire de devis. Alors, des exemples d'actes hors nomenclature. Excusez-moi, je retourne. Voilà. Ah si, non, il y avait autre chose avant, bon, c'est pas grave. Le remboursement, hein, les actes en nomenclature ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Alors, par contre, vous devez aussi, c'est ça que je voulais vous dire, vous devez fournir une note d'honoraires pour ces actes, car il y a certaines mutuelles qui remboursent les actes hors nomenclature. Donc, vous devez fournir une note d'honoraires. Ça peut être sur un papier libre, hein, tout à fait comme ça. Donc, fournir une note d'honoraires, c'est une obligation. Alors, des exemples d'actes hors nomenclature. Par exemple, les cours collectifs de gymnastique, le pilate, le yoga, la préparation physique, la relaxation, le TP font partie des actes hors nomenclature et qui dépendent bien de notre compétence. Les interventions en entreprise aussi, massage assis, groupe de prévention, ça aussi, ça fait partie des actes hors nomenclature et c'est bien de notre décret de compétence. Et puis bien sûr, vous avez les séances de massage ou de bien-être qui font aussi partie de notre compétence et qui sont des actes hors nomenclature. Alors, règlement, il faut bien sûr respecter la réglementation. La réglementation doit assurer le respect, le kinésithérapeute doit assurer doit assurer qu'il respecte la réglementation en vigueur concernant l'exercice de sa profession et l'indication des actes hors nomenclature. Ces actes ne doivent pas contrevenir à la loi ou à la déontologie professionnelle. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, on doit respecter le cadre législatif qui réglemente notre profession. Alors maintenant, souvent, il peut y avoir une confusion entre le DE et l'acte hors nomenclature. Donc l'acte hors nomenclature ne s'applique que pour des actes qui ne sont pas à la nomenclature. On est d'accord. Le DE, par contre, le DE s'applique pour une demande particulière d'un patient, que ce soit d'horaire ou de lieu. Ce DE est facturé en plus d'un acte qui, lui, figure à la nomenclature. Donc, on ne peut pratiquer un DE que dans le cas d'un acte qui appartient à la nomenclature, mais qui est une demande personnelle du patient, que ce soit un lieu ou un horaire. Voilà. C'est clair et net là-dessus. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas à tergiverser. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense. Oui, moi j'ai une question. Serge, aujourd'hui je suis retraité, mais il y a eu une époque où on parlait beaucoup du hors nomenclature, même s'il n'était pas développé beaucoup dans le monde libéral. Et l'interprétation, en tout cas que j'en faisais à l'époque, c'est que dans le hors nomenclature, c'était un acte qui suivait un acte conventionnel. Un exemple, vous venez chez un praticien libéral, il vous fait, fonction de la nomenclature, un acte, imaginons, de l'ordre de 30 minutes, et ce kinésithérapeute propose, avec un devis, etc., il vous propose de vous garder une demi-heure de plus dans une salle à côté parce qu'il y a un parcours du dos, par exemple, si vous étiez traité pour un problème de dos, mais il va vous dire, ça coûte tant, vous me signez un devis et tout. Ça faisait suite à un acte conventionnel. Est-ce que c'est une erreur de ma part j'avais mal compris le texte ou quoi? Alors, vas-y Serge. c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on doit bien différencier les actes nomenclaturés des actes hors nomenclature. En effet. C'est-à-dire, Serge, tu vois, écoute bien, le patient vient le 16 janvier chez moi, imaginons, hein, bon, et en réalité, à 14 heures, je lui ai précisé que je lui fais un acte conventionnel entre 14 heures et 14h30, qui est remboursé par l'assurance maladie, qui est non nomenclaturé, mais si vous souhaitez, j'ai également la complémentarité suite à votre soin, en plus
de votre soin, Gé- de vous Gérard, garder si, une demi-heure et je vous fais ouais, un si, devis. Est-ce que ouais, c'est du hors nomenclature? alors, Non. si je peux me permettre, Gérard, en fait, soit les actes que tu proposes sont faits pour répondre à une pathologie qui est Oui, classable dans la NGAP et auquel cas, quelles que soient les techniques que tu mets en place, elles doivent être comprises dans le prix de la Sécu. d'accord, d'accord. Maintenant, tu peux proposer en plus et à côté d'autres choses, mais qui ne soient pas les actes que tu mets en œuvre pour traiter cette pathologie initiale. Voilà. D'accord. C'est pas tout à fait aussi simple parce que il y a de la jurisprudence, notamment pour les mésiéristes, où effectivement ils ont mis en avant qu'une séance de kiné c'était de l'ordre de 30 minutes et que comme ils faisaient des séances longues, il y avait un temps additionnel, mais qui du coup était assimilé à autre chose, plutôt de la prévention et autres. Si tu te réfères à ce cadre-là, c'est vrai que dans la mesure où tu as respecté ta séance avec son temps, que tu n'as pas empiété dessus, tu peux effectivement rajouter quelque chose, mais qui du coup n'est pas dans la séance et fait pas partie des soins que tu es censé apporter. Donc là, tu pourrais considérer que tu lui proposes en plus un complément de, je sais pas, une sorte En, d'appât adapté à sa patho, un parcours du dos, mais en plus de la séance tradie et du coup sur un temps dédié. En aucun cas, le HN ne doit empiéter sur le temps de la séance réglementaire. Mais Non, mais effectivement, il y a un biais là-dessus et effectivement, c'est possible. Par contre, tu es censé, dans le cadre de ta séance assurance maladie, offrir aux patients les soins optimum, oui, oui, au mieux de tes connaissances, au mieux de tes possibilités, de ton matériel. Donc, mettons que tu fasses une séance pour une tendinite, tu peux pas lui dire, bah, écoutez, moi, je vais vous faire une séance de 30 minutes et derrière, je vais vous faire 3 minutes oui. d'onde de choc que je vais vous facturer à 20 euros supplémentaires. Là, tu es quand même censé faire une séance dans l'ordre de 30 minutes. Tu es libre du choix de tes techniques. Si tu estimes que les ondes de choc sont nécessaires et ont une plus-value, tu les intègres dans ta séance. Mais on est bien d'accord, j'ai bien compris, hein, mais j'avais compris quand même, tu vois, que autrefois, dans la définition, si tu veux, que l'on avait par nos institutions du hors nomenclature, ça pouvait être un acte complémentaire à l'acte conventionnel, si bien sûr le patient l'accepte de vie, etc. Moi, en, Bah, j'avais compris ça autrefois. il faut pas que ça donne l'impression que dans ton acte réglementaire Sécu, tu fasses des séances un peu au rabais et pas optimales par rapport à ce que tu peux proposer. Par contre, la séance de kiné est définie dans la mesure où elle dure, allez, de l'ordre de 30 minutes, mais tu peux pas non plus du coup garder ton patient 30 minutes en considérant que de l'ordre de c'est 20 minutes et que les 10 minutes supplémentaires, tu fais de l'éducation à la santé Oui, et que du coup, finalement, tu te majores ta séance de bien 30 sûr, minutes. bien sûr. Mais par contre, effectivement, dans la mesure où tu offres une séance de kiné classique, habituelle, optimale, de 30 minutes et que derrière, tu lui proposes autre chose, je sais pas, de la prévention de la récidive ou tu appelles ça comme tu veux, parcours du dos, là, c'est possible. Mais parce que c'est un temps supplémentaire dédié et à quelque chose qui n'est pas inclus finalement dans ton acte nomenclature, de la nomenclature. Après, ça reste en lien avec sa patho du dos, mais c'est pas en lien avec le traitement attendu de la Sécu. C'est parfait, Et, bien compris. pardon, Merci. Gérard et Stéphane, je vais vous couper parce qu'il y a d'autres questions et on va peut-être y répondre. Est-ce qu'on répond dans la foulée? Ça concerne surtout l'accès direct à Adeline. Est-ce qu'on le fait maintenant avant que tu continues, Serge, ou je ne sais on pas voit s'il y a ça d'autres questions sur le hors nomenclature. que tu reprécises ce que est le dépassement pour exigence. Le dépassement, le DE, donc le dépassement exceptionnel, c'est une notion d'horaire et de lieu. C'est par exemple un patient qui vous demande de venir à un domicile alors que ce n'est pas votre cadre d'exercice, donc voilà, ou c'est un patient qui peut vous demander, moi je veux être pris par exemple tous les soirs, je veux être pris le soir à 9 heures et ce n'est pas vos horaires habituels d'ouverture. Donc c'est une exigence particulière du patient. Et Alors, il y je a une pense remarque, effectivement, que la plupart des cabinets maintenant demandent ce qu'ils appellent un dépassement d'honoraires de 2 Alors, ou le 5 euros. dépassement Et là, ils sont d'honoraires hors des clous. n'existe pas chez les kinésithérapeutes. Voilà, on est d'accord, c'est hors clou. C'est hors, voilà, hein. Donc Pas légal. attention à ça, le dépassement d'honoraires. Alors, on va revenir sur le cas qui était évoqué. Je sais qu'il y a beaucoup de kinés qui ont des appareils d'ondes de choc et qui décident de faire un dépassement de 5 euros pour leurs ondes de choc. Normalement, c'est illégal. On doit mettre en œuvre tous les moyens que l'on a
pour soigner le patient. Le dépassement d'honoraires n'existe pas. Les seules choses qui existent, qui ne sont pas, c'est l'EDE et le HN. Attention à ça. Oui, en effet, en kiné, on n'a pas de secteur 1 et de secteur 2 comme les médecins, et donc le dépassement d'honoraires est tout à fait interdit en fait. Il Après, est on interdit. sait très bien qu'effectivement, dans la pratique, l'usage du DE, du HN, à tort et à travers, parce que nos revenus sont devenus un peu problématiques, a tendance à se généraliser. Mais derrière, les conseils de l'ordre et les sécu commencent aussi à recevoir pas mal de plaintes de la part des usagers. Et donc, c'est un axe qui est dans le collimateur. Donc, pour l'instant, c'était mon voisin le pratique, on lui dit rien, donc je m'y mets et c'est en train de se généraliser. La sécu risque de sévir dans les temps qui arrivent et taper assez fort apparemment sur quelques-uns pour que tout le monde rentre un peu du bon côté de la ligne. Ça doit Donc, rester exceptionnel, le DE. le DE, Avec c'est pour exigence déjà du patient. Ça doit être du coup de façon Exceptionnel. non systématique et avec tact et mesure. Thibaut fait une remarque, hors nomenclature, on peut faire un bilan mais sans traiter le patient. Est-ce possible? Pas si On c'est a une un acte cotation. qui est dans la nomenclature, puisque dans notre nomenclature, on a des actes pour bilan isolé. Oui. Alors, Donc, juste, si je suis d'accord avec toi s'il y a une prescription stérile. Mais quelqu'un qui vient pour faire un bilan tout seul, pour dire, voilà, je veux reprendre le sport, j'aimerais que vous fassiez un bilan, que vous me bilantiez pour savoir si je peux reprendre le sport, eh ben, à ce moment-là, on peut effectivement faire un bilan et lui conseiller de commencer à courir à tel rythme et là, on est dans du HN. évidemment, s'il n'a pas de prescription. Bien sûr, Mais s'il a une ordonnance, le bilan isolé est possible. Et dans ce cas-là, avec une cadre prise en charge d'assurance maladie. Ouais. On est dans le cadre de l'accès direct. Donc, effectivement, pour répondre à Thibault, le HN sans prescription médicale, s'il y a une prescription, c'est ce qu'évoque Steren, mais s'il n'y a pas de prescription médicale, un bilan de kiné peut être facturé en HN sans aucun problème. Par contre, s'il y a des soins de kiné qui sont prescrits, le bilan ne peut pas être exclu de la prise en charge puisqu'il va avec et on ne peut pas justifier le fait de faire un bilan plus poussé, plus approfondi ou utilisant une machine particulière pour justifier d'un HN. Le bilan va avec les actes conventionnés. D'autres questions, Anne-Marie, sur le HN? Sur le HN, non, c'était sur l'accès direct. Est-ce qu'on y répond maintenant? Bah, peut-être tant que la Oui. question est posée, je ne sais pas. Donc, Euh, tu as oui, vu les questions? Adeline, tu les as j'ai vues? des Oui. questions. Donc, dans le cadre de l'accès direct en exercice coordonné, le bilan est-il facturable? Oui, comme dans toute prise en charge, puisqu'en fait, c'est la même prise en charge, sauf que c'est un accès direct. Et par rapport à la deuxième remarque d'Aurélie, l'accès direct n'est plus réservé aux seules lombalgies aiguës et traumatismes de la cheville. Non, il n'y a pas de limitation. Et je pense qu'il y a une petite confusion avec ce que Franck va aborder juste après. C'est une très bonne transition. Une petite remarque, mais je pense que c'est peut-être aussi une confusion avec ce que tu vas présenter. Enfin voilà, Stouff nous dit il y a quelques années, une expérimentation avait été mise en place où il fallait faire partie d'une CPTS et l'acte était facturé à 25 € et remboursé. Donc question, ceci n'est donc plus d'actualité. Alors, Et, vas-y, Lily. D'une CPTS, ça n'a jamais été d'une CPTS à mon sens. Ça a toujours été d'une maison de santé et c'est pareil, Franck va aborder ça. ouais, c'est dans le cadre des protocoles de coopération. Tout à fait. On y va? Coupe mon On va micro, sur les je vous laisse protocoles de parler. coopération? Allez, super. On a vu jusque-là 3 accès directs. L'accès direct conventionnel qui nous a été donné par l'avenant 7, qui était sur l'ensemble de nos compétences ou de notre décret de compétences et soumis à NGAP. On a vu l'accès direct dans le cadre de l'urgence et en absence de médecin. D'accord? Ça, c'est encore à compétences constantes, c'est-à-dire mes compétences de kinésithérapeute, je peux les mettre en place en accès direct dans ce cadre-là. On a vu dans le hors nomenclature, c'est tout ce que j'avais comme compétence en tant que kinésithérapeute, mais qui n'était pas prise en charge par la NGAP. Et là, on va venir sur les protocoles de coopération. Si Pauline, vous voulez bien soit me donner la main. Alors, vous avez la main normalement. Dites-moi si ça fonctionne. Non, je ne l'ai pas.
Hop, normalement, c'est bon. C'est bon, là. Oui, ça doit être bon. Donc, ce que je vous disais, les trois accès directs qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'était à compétences constantes. Là, sur les protocoles de coopération en exercice coordonné, on fait l'acquisition de nouvelles compétences qui sont déléguées par les médecins. Dans la chronologie, les protocoles de coopération, ils ont été mis en place par le décret de mars 2020 sur les MSP. Alors, dans les MSP, les ESP, les CPTS et les structures qu'on a vues tout à l'heure, c'était bien avant que l'avenant 7 nous donne l'accès direct à l'ensemble de nos compétences. Donc, c'est vraiment dans la hiérarchie, dans la mise en place, d'abord ces protocoles de coopération qui sont arrivés. Ces protocoles de coopération, ils ont été mis en place dans le but de libérer du temps médical et aussi augmenter le premier recours dans deux cas pour les protocoles de coopération nationaux, qui sont la douleur lombaire aiguë et les traumatismes en torsion de cheville. Ce soir, je ne vous parlerai pas des protocoles locaux parce qu'en effet, on peut adapter un protocole ou le construire au sein d'une MSP, un protocole local, en disant, ben voilà, un médecin, un kiné veulent travailler sur l'épaule et proposer un accès direct sur l'épaule. Ça a été fait dans le Nord, mais dans ces cas-là, il faut suivre une autre procédure et le mettre en place. Vous imaginez bien que pour avoir des nouvelles compétences, il faut qu'on ait une formation. C'est donc ce qu'on a ici, une formation de 10 heures que vont faire les délégants aux délégués et qui vont pouvoir réévaluer au fur et à mesure le protocole et les connaissances. Sur le premier protocole que nous avons voir, les objectifs de la formation, c'est donc pour la lombalgie. C'est d'abord les diagnostics d'exclusion. C'est tous les cas dans lesquels vous ne pourrez pas inclure votre patient, ou en tout cas, il faudra l'exclure. Le deuxième objectif de la formation de 10 heures, c'est de prendre en charge une lombalgie commune, et notamment voir s'il y a un drapeau jaune. Et s'il y a un drapeau jaune, dans ces cas-là, on pourra prescrire de la kinésithérapie. Le troisième objectif, c'est la prescription d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et ou de paracétamol, ainsi que d'arrêt de travail. Donc, pour le protocole de coopération douleur lombaire aiguë, on fait une formation de 10 heures pour obtenir des nouvelles compétences, notamment prescription de kiné, prescription d'anti-inflammatoires et prescription d'arrêt de travail. Pour le protocole de coopération sur le traumatisme en torsion de la cheville, les objectifs de la formation, c'est la première chose, c'est de faire un diagnostic d'entorse et de voir la gradation de celui-ci. Donc, savoir si c'est une entorse de grade 1, de grade 2 ou de grade 3. Et grade 3, c'est exclusion du protocole, donc on va pouvoir exclure le patient. On va pouvoir aussi apprendre à prescrire les antalgiques, peut-être un arrêt de travail et surtout dépister un éventuel risque thromboembolique, ce qui nous demandera de contacter le médecin pour pouvoir mettre un traitement éventuellement en place. À suivre. Alors, je vais vous présenter les arbres décisionnels. Donc, c'est assez protocolaire, hein, les protocoles de coopération. Et donc, on a un arbre décisionnel pour chacune des pathologies. Donc là, sur votre gauche, on a la lombalgie. Alors, je ne vais pas vous lire tout ça, on vous communiquera l'ensemble des choses si vous voulez le mettre en place. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la première chose, l'inclusion. Le patient arrive chez le médecin ou appelle le cabinet médical et le cabinet médical va dire si le patient est en capacité d'être inclus. C'est-à-dire, est-ce qu'il a bien une douleur lombaire d'apparition brutale de moins de 4 semaines chez un adulte de 20 à 55 ans, dont un des délégants est un médecin traitant et qui n'a pas refusé l'accès à son dossier médical. Si c'est le cas, il peut rentrer dans ce protocole de coopération et à ce moment-là, vous le recevez à votre cabinet. La première des choses que vous allez faire, c'est d'essayer de voir s'il y a un motif d'exclusion, que ça soit sur le dossier médical, sur l'interrogatoire ou à l'examen clinique. Et même si vous avez un refus du patient d'intégrer le protocole,
ou tout simplement un doute du délégué. J'ai un doute sur ce qui se passe avec mon patient, je ne prends pas de risque. Dans ces cas-là, si j'ai un de ces critères ou plus, on est dans un critère d'exclusion et je réoriente vers le médecin. Si j'ai aucun critère d'exclusion, je rentre dans le protocole et en ce moment-là, je mets en place la démarche thérapeutique. Ma démarche thérapeutique dans le cadre d'une lombalgie, c'est de voir, donc rassurer le patient, le sensibiliser aux bienfaits de l'activité physique, évaluer ou pas s'il y a besoin de mettre en place des anti-inflammatoires, des antalgiques, éventuellement lui dire que si dans les 5 jours, la douleur persiste ou si dans les 24 heures, il y a une aggravation, à ce moment-là, vous allez voir votre médecin. Donc, je l'informe de ça. Ensuite, j'évalue le risque de chronicité. Et si j'ai une chronicité possible, à ce moment-là, je prescris un bilan de kiné et 3 séances de kiné de rééducation chez le kiné. Éventuellement, un arrêt maladie en fonction du référentiel Amélie. Ensuite, donc j'ai fait ma première consultation. J'ai une clause où je dois le revoir dans les 2 à 4 semaines. Là, soit le patient va très bien, auquel cas on sort du protocole, c'est fini. Soit le patient montre des signes, soit il ne va pas bien, soit il y a un risque de chronicité. Et à ce moment-là, je peux le réorienter vers la kinésithérapie ou chez le médecin. Donc ça, c'est l'arbre décisionnel lombalgie. Je vous ai mis le deuxième arbre décisionnel. Encore une fois, on vous les communiquera directement en peut-être plus lisible. Ils sont basés à peu près sur la même chose. On a un critère d'inclusion, donc douleur de la cheville consécutive à un traumatisme en torsion chez un patient dont un des délégants est le médecin traitant et qui n'a pas refusé l'accès au protocole médical, qui n'a pas refusé l'accès au dossier médical du délégué. Si c'est ça, je peux l'inclure, je le reçois dans mon cabinet et là, je regarde s'il y a un critère d'exclusion. Donc là, c'est pareil. À l'interrogatoire, ça peut être l'âge. Il faut que le patient soit entre 18 et 55 ans, une plaie, enfin voilà, il y a un certain nombre de critères. Au cours de mon examen, je vérifie que j'ai pas de problématique. Si j'ai pas d'appui possible sur mes 2 jambes, bah, c'est un critère d'exclusion. Si j'ai des signes d'atteinte de rupture du tendon d'Achille, pareil. Si j'ai une douleur à la palpation du trajet de la fibula, c'est pareil. J'ai un doute. Si j'ai un doute dans ces critères-là, ça veut dire qu'on sort du protocole et le patient va voir le médecin. Si je n'ai aucun doute sur ces critères-là, hein, bien sûr, je continue mon examen clinique en regardant si j'ai des critères positifs d'Ottawa. Bon, je pense que vous les connaissez. Si c'est positif, à ce moment-là, j'ai une suspicion de fracture. Donc, je prescris une radio et je mets en place, en attendant, un protocole RIS. Si, à la suite de cette fracture, de cette radio, pardon, j'ai une fracture, ben, ça va chez le médecin. Et si je n'ai pas de fracture, je me retrouve dans le cas où j'ai aucun critère d'Ottawa positif. Et à ce moment-là, je mets en place la démarche thérapeutique qui est ici. Donc, encourager la marche, on met en place le protocole RIS, et puis on peut prescrire des antalgiques, un arrêt de travail éventuellement en fonction du grade de l'entorse et puis de l'activité de la personne. Et si j'ai des risques de thromboembolique, je contacte le médecin pour pouvoir lui proposer un traitement sur cet item-là. Le patient s'en va et je lui redonne un rendez-vous dans 3 jours pour pouvoir évaluer si tout va bien et auquel cas je mets juste en place de la kiné. Si bah, ça va mieux, mais c'est quand même encore pas tout à fait ça, à ce moment-là, on contacte le médecin et on prescrit de la kiné. Et la troisième, c'est absence d'amélioration et donc on réoriente là vers le médecin. Donc, c'est très protocolaire et c'est vraiment suite à la formation que vous avez mis en place avec un groupe de médecins. Bien souvent, c'est quelques médecins, quelques kinés qui décident de mettre en place tel protocole ou tel autre.
Et à ce moment-là, on fait cette formation qui nous permet de répondre de façon positive à cet arbre décisionnel. Alors, hop, je suis allé trop vite. Quelle rémunération pour ça? Donc, je vous ai mis là. La rémunération, c'est vraiment un forfait en fait. Et ce forfait, il est là pour rémunérer le temps de la consultation du délégué, l'éventuelle revoyure du médecin, le temps de coordination, la charge de la structure, bien évidemment. Et ce forfait, il est encaissé par la structure à 100% en paiement intégral et il est reversé trimestriellement par la CEPAM. Et donc après, c'est à l'exercice coordonné de redonner aux délégants et aux délégués les parts qui lui reviennent. En sachant que quand on a mis ici 25 € à la première consultation pour une lombalgie, c'est à partager entre le médecin et le kiné. Et ça, c'est à vous de le mettre en place et en gros de le négocier avec les médecins. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est 20 € pour le kiné, 5 € pour le médecin. D'accord? Ça, c'est pour la première consultation. Dans le cadre de la lombalgie, la deuxième consultation à 4 semaines, elle est à 20 €. Alors que dans le cadre de l'entorse de cheville, la deuxième consultation à J3, elle est à 25 €. Pareil, à partager avec le médecin. Ce que je voulais vous dire aussi sur la partie tarification. Si le patient sort du protocole à la suite de l'examen du délégué au regard d'un des motifs de sortie du protocole, la facturation du protocole n'est pas due, mais le médecin pourra facturer son acte de consultation. D'accord? Donc, si vous prenez un patient, dans les critères il y a un critère d'exclusion, vous ne pouvez pas facturer cet acte. Par contre, le médecin qui va le revoir derrière, lui, pourra le faire. Dans le cadre d'une revoyure du médecin le jour même ou le lendemain, la facturation du forfait au titre du protocole est due, mais le médecin ne pourra pas facturer l'acte en sus. D'accord? Donc, on a une vraie complémentarité entre le médecin et le kiné, mais on a un paiement pour l'ensemble des deux praticiens. Ensuite, je vous ai proposé là, en gros, si vous voulez mettre en place un protocole de coopération, les grandes étapes à avoir. Il faut un logiciel de partage d'informations avec une licence nominative. Il faut la création d'une équipe déléguée et délégants. Il faut la formation des délégués par les délégants, de 10 heures comme on l'a vu. L'organisation de créneaux en lien avec le secrétariat. La déclaration sur la plateforme de l'ARS pour dire que vous avez mis en place un protocole. Un tableau de reporting pour la rémunération. Tel jour, on a vu tel patient, il a payé tant, enfin la Sécu va nous payer tant et donc il est revenu en deuxième consultation à tel moment. Et ça, on les garde de façon trimestrielle. Et en plus, il faut mettre en place des groupes de pratique. Alors, je dis en plus, mais c'est une bonne chose parce que ces groupes de pratique tous les 3 mois, ça permet de faire le point. Combien de patients on a vu, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Voilà. Et est-ce qu'on doit modifier notre arbre décisionnel? Est-ce qu'on doit modifier la façon de fonctionner? Et est-ce qu'il y a eu des erreurs commises? Et s'il y en a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Autrement dit, on a des nouvelles compétences qui sont déléguées par le médecin au kiné et on essaye tous les 3 mois de faire le point sur ces nouvelles compétences. Pour être dans le concret, protocole de coopération en Bretagne, nous on n'en connaît qu'un et on l'a accompagné il y a quelques mois, donc c'est 2020. Hein. On l'a accompagné il y a quelques mois, c'était à Martigny-Ferchaud. Ils ont fait la formation, c'était sur les entorses de cheville notamment. À ce jour, on les a eus pour leur demander un peu ce qu'il en était. Ils ont vu 3 patients dans le protocole. Le premier, il a été réorienté parce qu'il y avait des signes sur le critère d'Ottawa, donc il a fait une radio et il y avait une fracture. Le deuxième, il a été vu les 2 fois par le kiné et ensuite le kiné a prescrit des séances de kiné qui ont été faites dans un autre cabinet. Et le troisième patient qu'ils ont vu, ils ont vu pendant le protocole et derrière, ils ont prescrit de la kiné qu'ils ont fait dans leur cabinet. Voilà pour le protocole de coopération.
Est-ce que j'avais autre chose à vous dire là-dessus? Non, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des remarques, oui, Franck. Thibault fait la remarque qu'il croit savoir qu'il y avait aussi 100 € mensuels bruts pour l'accès direct via les protocoles de coopération. Tu as entendu parler de ça? Non, ça, j'ai pas du tout. J'ai pas du tout cette information-là. Alors, je veux bien. Alors, après, encore une fois, on ne connaît pas tout, mais on a quand même un peu exploré le sujet, mais j'ai jamais entendu parler de ces 100 euros. Mais si vous voulez, après, par mail, nous les envoyer, dans quel cadre, nous, on veut bien les regarder, mais j'ai pas cette information-là. Il demandait s'il pouvait être lui-même aussi formateur pour les protocoles, mais non, il faut absolument que ce soit le médecin, car c'est une délégation qui s'attache. C'est une délégation de tâches, donc il faut que ce soit les médecins de la MSP c'est les médecins qui délèguent en fait, qui doit donner délégation à un kiné et donc qui doit faire la formation pour les compétences qu'il lui donne. C'est toute la difficulté. Alors, ce protocole-là, ils peuvent être mis en place en CPTS. Mais c'est toute la difficulté pour les CPTS, c'est qu'en fait, il faut qu'on soit à proximité du médecin et que le patient soit, et comme médecin traitant, le médecin qui a délégué. Donc, vous comprenez bien que ça, c'est facile en MSP. Dans une CPTS, c'est plus compliqué. Et l'autre souci pour les CPTS, mais c'est possible, hein, c'est que normalement, une CPTS ne doit pas être effectrice de soins et ne peut pas encaisser de soins. Or là, obligatoirement, c'est à la structure d'exercice coordonné d'encaisser le soin pour après, derrière, répartir les rémunérations entre le médecin et le kiné. Je pense qu'il y a une confusion là au niveau des formations. En fait, Franck, toi, tu parles de la formation pour mettre en place le protocole de coopération, où c'est le médecin qui va encadrer le kiné pour lui expliquer comment ça marche, l'arrêt de travail, la prescription de radio, enfin, ce qui du coup n'est pas de ses compétences de base, alors que Thibault parle d'une demande d'intervention en CPTS, je pense plutôt pour expliquer aux membres de la CPTS comment fonctionnent les protocoles de coopération et comment les mettre en place. Je pense que vous parlez de deux formations différentes. Non, Ah non, tu vois, tu non. parles bien de formation. Du coup, c'est ce que te disait Franck, en tant que kiné, tu n'es pas apte à former Non. sur des compétences qui ne sont pas les tiennes. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'accès direct que nous a présenté Adeline, qui est donné par quand on est en exercice coordonné, cet accès direct, il est avec nos compétences sans formation. Par contre, quand on dit sans formation, ça veut dire qu'on est quand même dans l'obligation, nous, de nous tenir au courant des données actuelles de la science et de comment on prend en charge un patient, notamment en accès direct. Donc là, on peut avoir besoin de formation complémentaire si on pense que dans notre formation initiale, on n'était pas ou qu'on ne l'a pas assez exercé sur les drapeaux rouges, sur le triage, parce qu'on va recevoir des patients en accès direct. Mais ça, effectivement, là, il peut y avoir des kinés qui forment d'autres kinés, mais j'allais dire, c'est de la formation continue. C'est-à-dire, je veux pouvoir bien traiter mon patient, donc à ce moment-là, je demande à des kinés ou je vais dans des organismes de formation qui vont me former à ce que je sois compétent ou plus compétent sur l'accès direct. Je peux me sentir compétent sur l'accès direct dans certaines pathologies et pas sur d'autres. Eh ben, je voudrais plutôt être performant. Mais on n'est pas obligé de se former pour être en accès direct. Est-ce que Puis l'accès direct excuse-moi, Franck. Ouais. Je t'ai coupé. Vas-y. L'accès direct en exercice coordonné, comme je vous l'ai présenté, c'est nos compétences de kiné qu'on exerce tous les jours et quelque part, les critères d'exclusion, normalement, on est formé. Si on ne se sent pas capable, en effet, tout le monde ne voudra pas mettre de l'accès direct pour ses patients. Si on ne se sent pas capable, si on pense qu'il y a un souci, il faut évidemment réorienter vers le médecin et se former éventuellement. Mais comme on le fait d'habitude. Un patient qui n'a pas enfin, qui présente des signes cliniques qui sont anormaux par rapport à même si on a une prescription, à mon sens, on doit le réorienter vers le médecin. Ou tout au moins en discuter avec lui. En fait, cet accès direct, il est aussi parce que dans les MSP, USP, on a aussi un logiciel de partage et que le médecin est à côté et qu'on peut lui réorienter le patient à tout moment. Si je peux un peu résumer les propos qu'on a eus ce soir, on a 3 accès directs à compétences constantes, que sont l'accès direct conventionnel, c'est Adeline qui nous l'a exposé dans les exercices coordonnés.
On a l'accès direct dans le cadre de l'urgence et en absence de médecin. C'est Serge qui nous l'a mis. Là, c'est l'exemple classique, c'est je suis sur un terrain de foot, j'ai quelqu'un qui se fait mal, je peux mettre en place mes compétences parce que c'est urgent, j'ai construit l'urgence et qu'il n'y a pas de médecin. Et le hors nomenclature qui est tout ce qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, mais qui est quand même dans notre décret de compétences. Là, je suis en accès direct sans prescription médicale. Ça, c'est les trois premiers. Et derrière, on a des protocoles de coopération où on acquiert des nouvelles compétences. Et pour avoir ces nouvelles compétences, il faut que les médecins nous forment et on est dans un protocole avec ces médecins délégants. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas eu la question, mais peut-être qu'elle va venir et je la devance. Il était question qu'on ait un accès direct, tel que l'a évoqué Adeline, en expérimentation dans certaines CPTS. C'est quelque chose qui a été entendu. Les changements de gouvernement, l'instabilité gouvernementale fait que ça n'apparaît pas et que pour l'instant, on n'a aucun élément pour vous dire quand est-ce que ça sera mis en place et si jamais ça va être mis en place. Franck, Thibault a fait passer un document, effectivement. Alors, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, où apparaît les 100 € mensuels. Je ne sais pas si tu peux le voir dans le chat. Ouais, c'est un doc de 2022. Moi, j'ai jamais entendu parler, mais Je vais regarder. C'est toujours un peu difficile à chaud, mais en fait, je ne l'ai jamais vu, moi, dans ce qu'on a travaillé avec l'ARS et la CEPAM, mais je vais regarder ça et je vous fais retour. Est-ce que tu peux repréciser, si on révèle un critère d'exclusion lors de la prise de rendez-vous, il n'y a pas de facturation possible pour le kiné, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça. Ouais. Donc, on se fait avoir. Ah, pardon, la prime de coopération, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, cette prime-là. Je me demande si ce n'est pas la prime parce que ça correspond à l'exercice coordonné pour nos familles, 100 €. Je ne sais pas. Écoute, plutôt que de dire des bêtises, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, on a l'article, on a la date de l'arrêté, on va regarder ça et on vous fait retour par mail. Vous nous avez donné vos mails et on vous dira exactement ce qu'il en est sur cette partie-là. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus. Exercice coordonné famille, c'est bien 100 €, mais ce n'est pas mensuel brut, c'est annuel. Ouais, Donc, c'est ça. et là, Ouais, comme le texte est tronqué, on ne voit pas de quelle partie du code il est issu. on Pour va savoir regarder. si ça s'applique bien à nous et d'où c'est extrait, ça. Parce que c'est vrai que dans les protocoles de coopération tels que tu les as définis, à aucun moment on a vu apparaître ce type de rémunération-là. Donc là, sorti du contexte sans savoir d'où ça vient et finalement à quoi ça fait référence, il faut qu'on aille vérifier. Et oui, David, Ouais, c'est sûr que c'est pas famille. C'est sûr que c'est pas famille. c'est pas le famille. Franck, ce sera possible d'avoir le diaporama un peu par mail? Bien sûr, on va le mettre en PDF et puis on va vous l'envoyer. On va peut-être finir les questions si vous voulez. Et puis, on a notre site internet où on a fait un flyer sur l'ensemble de ces 4 accès directs avec l'accès au protocole directement au texte de loi. Enfin, voilà, on a un certain nombre de liens qu'on vous communiquera en fait. Pour finir sur les protocoles de coopération et les parcours innovants, on a une collègue kiné qui est doctorante, Madame Kéchichian, qui est sur Grenoble et qui a fini sa thèse là et qui a bien mis en valeur dans sa thèse que les kinés en accès direct, notamment sur des protocoles de coopération, n'avaient pas plus d'événements indésirables qu'un médecin et que la prescription d'anti-inflammatoires ou d'antalgiques était même parfois inférieure. Donc, on se retrouve à une même qualité de prise en soin du patient. Je pense que c'était important aussi, c'est-à-dire quand on met ça en place, on est un peu attendu en tant que kiné si jamais on se trompe ou si jamais on a des éléments indésirables, c'est bien qu'on puisse prouver aussi que notre action, elle est à la hauteur d'une prise en charge par un médecin et peut-être avec moins de perte de chance parce que la prise en charge kiné, elle est immédiate en fait. Voilà. Et Madame Kéchichian a mis en place un observatoire des parcours innovants en soins kinésithérapiques.
On vous mettra aussi le mail parce qu'il y a une newsletter, si vous êtes intéressé autour de tout ça, qui explique les différents protocoles où ils sont mis en place et ça peut être un appui en fait. Voilà pour ma partie. Si vous avez des questions, on peut continuer à y répondre. Et puis sinon, je passe la main à Pauline. Il y a une question, Franck, Oui. qui nous concerne. Donc, pour être sûr d'avoir tout bien compris, en dehors des protocoles de coopération, l'accès direct est bien ouvert à toutes les pathologies. Oui, si vous êtes en exercice coordonné dans les structures que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Et exactement. C'est l'ensemble de notre champ de compétences, en fait. Attends, il y a une question. Ah oui, alors ça, c'est intéressant, la dernière question qui est posée par Magali. Concernant l'accès direct pour les MK qui exercent au sein du MSP ou d'une MSPU, peuvent-ils le pratiquer même si le médecin généraliste du patient est hors maison de santé? Oui, tout à fait. Ouais. La condition n'est pas que le médecin soit de la MSP, soit le médecin traitant du patient. On doit juste lui adresser un bilan. En fait, si je peux rajouter, Adeline, la seule condition pour être en accès direct, c'est d'exercer dans Oui. dans une structure qui est validée telle qu'Adeline l'a fait. Le patient, après, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'avoir un médecin traitant dans la structure. Je ne fais que répéter ce que tu as dit, en fait. Les structures, pour revenir, hein, les structures de soins coordonnés sont assez vastes, hein. On peut le préciser que, par exemple, un kiné qui a signé une convention avec une HAD est dans le cadre de ça aussi. Il faut le savoir, dans le cadre de l'HAD, il peut très bien, il relève de la partie qui a été faite par Adeline. Ouais. Alors la dernière question de Thibaut, je ne comprends pas trop. Comment coter si une patiente vient malheureusement pour une grippe? Ben, ce n'est pas dans notre champ de compétences, donc de toute façon, ce n'est pas possible. Et autre patho qui n'est pas dans notre champ de compétences. Enfin, en fait, s'il n'est pas dans notre champ de compétences, ce n'est pas à nous de le voir, donc c'est pas possible. Ouais. On ne On peut ne pas le devient pas recevoir. médecin par cet accès direct, en fait, hein. En C'est fait, il l'accès faut voir direct l'accès. dans le cadre de la kinésithérapie. Ouais. C'est exactement ça. Il faut voir l'accès direct non pas comme une nouvelle compétence, c'est on reste des kinésithérapeutes. Et je ne fais pas un diagnostic, je fais un bilan kinésithérapique et un diagnostic kiné. Et à partir de là, est-ce que j'ai des drapeaux rouges qui excluent ma prise en charge, auquel cas je renvoie chez le médecin, et sinon, ben, je le prends en charge. 8 séances s'il n'y a pas eu de diagnostic, et pas de limitation de séance s'il y avait déjà eu un diagnostic. Alors, Estouf demande. Alors, en fait, une MSP, elle peut être soit. Alors, la question, c'est est-ce qu'on doit être géographiquement dans la structure? Donc, une MSP, enfin, moi, je fais partie d'une MSP et on est multisite et chacun est dans son cabinet. On n'est pas obligé du tout d'être dans le même bâtiment. Ça, c'est pas une... Par contre, il faut être reconnu au niveau de la CEPAM, l'ARS en tant que MSP et être constitué en CISA. Est-ce qu'il y a un vécu un petit peu sur cet accès direct justement en exercice coordonné? Est-ce qu'il y a beaucoup de praticiens qui ont commencé un petit peu ça ou on est au Moyen Âge de l'accès direct en exercice coordonné? De mémoire, la réponse avait été donnée en CPN et je crois qu'on avait autour de 6000 axes en accès direct qui ont été faits depuis qu'il a été validé par l'avenant 7 en fait. Sur la Donc, Bretagne? non, pardon, nationalement, c'est CPN. Ah, Nationalement. nationalement. Ouais, moi, j'ai pas D'accord. de chiffres au niveau régional sur l'accès direct. On l'aura en CPR, hein, mais pour l'instant, notre dernière CPR, elle était un peu trop proche de l'accès, enfin de l'avenant 7 pour avoir les chiffres, je crois, hein. Juste, Franck, une notion également que je souhaiterais connaître, puisque moi je fais partie un peu du conseil d'administration du CEKCB à Pontivy, comme tu le sais. Euh, Tu avais fait un article dans Kiné Actualité il y a quelques mois, dans lequel je crois, je l'ai pas sous les yeux, hein, mais de mémoire, tu avais perçu qu'il y avait quand même pas mal de kinésithérapeutes qui a priori étaient intéressés par l'accès direct comme ça. Oui.
ça? Avec l'URPS, on a fait une enquête et on les a questionnés. Et on a une majorité de kinés qui avaient répondu de pouvoir prendre dans le cadre du soulagement de premier recours, en fait, qui étaient en capacité de prendre en accès direct leurs patients, en fait. Encore une fois, l'accès direct, on peut se dire ça va nous surcharger, mais en fait, c'est des patients qu'on doit avoir. La seule chose, c'est qu'ils ne passeront pas par le médecin avant de venir nous voir. Et dans le cadre des risques de chronicisation, c'est quand même tout bénéfice. Bien sûr. Ce n'est pas des patients nouveaux, hein. On n'aura pas de patients qui ne devraient pas passer par notre cabinet. C'est juste qu'ils viendront avant d'aller voir le médecin. L'objectif de Tumir, c'est de diminuer la chronicisation des prises en charge en accès direct. Alors, ça, c'est un des objectifs. Le deuxième qui me paraît vraiment très important, c'est de soulager les médecins et de pouvoir être un acteur de premier recours. C'est ça. C'est-à-dire que je me suis fait mal, je n'ai pas eu le temps d'avoir mon médecin, mais mon médecin il me donne un rendez-vous dans 10 jours pour une lombalgie, ben, j'ai déjà perdu 10 jours de conseils, de mise en... alors que j'aurais pu le voir tout de suite en kiné. Question, Franck. Quel est le numéro prescripteur qu'on utilise pour la prescription de radio des médicaments datés? C'est le numéro Alors, finesse le nôtre ou celui du médecin? non, quand on est Médecin. dans un protocole de coopération, en fait, il faut faire une ordonnance. Vous avez, avec le médecin qui vous délègue, il fait une ordonnance où il met son numéro, son nom, son adresse et le vôtre, et vous signez l'arrêt de travail, les prescriptions d'anti-inflammatoires et les radios sur cet ordonnancier-là. Donc, c'est un ordonnancier qui a deux parties, une partie du médecin qui vous délègue et votre partie à vous. Peut-on faire du triage au sein d'un hôpital aux urgences, par exemple? Qui Ça, peut répondre à ça? sort de notre Je compétence. pense qu'on ne peut pas faire de triage, mais je mets toutes les guillemets à ma réponse. Je pense que dans un hôpital, on peut faire de l'accès direct, tel que l'a défini Adeline. Voilà. Mais on ne peut pas aller plus loin pour l'instant, comme ça se fait au Canada, par exemple. On n'a pas de compétences médicales, donc Non. je ne sais pas, je dirais plutôt que non, on ne peut pas. Et, je ne sais pas si quelqu'un a une réponse. Je vois pas parce que, par exemple, quelqu'un arrive pour quelque chose qui n'est pas du tout du ressort de la kiné. Il n'y a pas de protocole de coopération. Je vois pas trop comment on pourrait faire, mais bon. Non. Il avait été question à un moment, quand les hôpitaux étaient surchargés l'été, de faire appel à d'autres professionnels qui viendraient en renfort pour faire du triage en ayant une formation sur place pour pouvoir le faire. Mais finalement, ça n'a pas été mis en place, ça ne s'est pas fait et depuis, il n'y a pas eu de demande dans ce sens, hein. C'est comme à l'époque, on avait développé avec l'URPS une plateforme de recensement qui pouvait, des kinés qui pouvaient prendre tout de suite pour délester justement les urgences, les patients. Les hôpitaux n'ont pas joué le jeu, n'ont pas choisi de déléguer, n'ont pas choisi d'envoyer. Donc, ils n'ont pas non plus réellement ouvert leurs portes quand ils étaient en situation de crise pour permettre à d'autres professionnels de venir aider au triage. Je ne suis pas sûre maintenant, dans une situation qui est moins sous tension, qu'ils laissent le faire. Est-ce que quelqu'un peut rééclaircir le dernier point? Adeline, tu vois la question? Alors, mais finalement, quelle est la différence par rapport à avant, vu que l'acte en accès direct est un HN? Non, c'est pas du tout un Non, HN, l'acte en accès direct. non, le Je vais HN, rebondir à ma place. ouais, non, non, Il est dans non, la l'accès VAP, il direct, sera remboursé au patient comme tout acte que tu peux faire. Voilà. voilà. L'accès direct, ce sont des soins conventionnés. Le HN est un soin non conventionné. Donc oui, en effet, le HN est un accès direct, mais ce n'est pas le même mode de rémunération. Et n'oubliez pas non plus que nous sommes une profession prescrite et que pour faire du thérapeutique, on a besoin de la prescription. Quelqu'un qui n'a pas eu à avoir de prescription avec ce médecin et qui débarque parce que il s'est fait une patho de je ne sais quoi, vous ne pouvez pas le prendre s'il n'a pas d'ordonnance, hein. Le HN en accès direct ou comme ça concerne de la prévention, ça concerne des programmes de gym, mais pas du soin. Ah non.
Soit on On ne reste peut pas faire, par exemple, une dans entorse les dans un MSP. chêne, ça n'est pas possible. Il n'y a que dans les MSP où on peut prendre quelqu'un sans ordonnance hein, pour du thérapeutique. Adeline, à quel stade d'avancement de la MSP est-il possible de pratiquer l'accès direct? Alors, je voudrais bien revérifier quand même la réponse, mais pour moi, à partir du moment où tu es reconnu comme MSP au niveau de la CEPAM, pas forcément au moment où tu es constitué en CISA, à mon sens. Mais je veux bien que Pauline en note la question pour qu'on la vérifie. Ouais. Il me semblait qu'il fallait avoir signé les accords cadres. Ouais, les accords cadres, mais c'est à ce moment-là que tu es en fait reconnu comme MSP au niveau de la CEPAM. Et par Oui. contre, t'es pas forcément constitué en CISA. Enfin, nous, en tout cas, on a été 1 an après avoir signé les accords cadres constitués en CISA. Donc, à mon sens, tu n'as pas besoin d'être constitué en CISA. Il y a- Mais ça demande qu'on confirme. Mais je préfère qu'on vérifie. Une remarque, en kiné vestibulaire, elle est passée. Pour mon expérience personnelle, l'accès direct vient juste faciliter et officialiser ce qui se fait depuis toujours. Dans le cadre d'une MSC, enfin d'un exercice coordonné. Je sais pas ce que veut dire ce qui se faisait depuis toujours. Non, je ne sais pas non plus. Alors, je veux bien prendre la question sur si nous pouvons prendre un patient lombalgique en accès direct, quel est notre intérêt à inclure en protocole de coopération? C'est une vraie question. En fait, c'est ce que je donnais en introduction, c'est-à-dire que le protocole de coopération en exercice coordonné, ils sont antérieurs à la mise en place de l'accès direct en MSP. Et ils ne sont pas, on ne peut pas les mettre en même temps. C'est-à-dire que si vous faites un protocole de coopération, vous êtes obligé d'être dans le protocole de coopération, il n'y a pas d'accès direct. S'il y a de la kiné, il faut la prescrire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, c'est des choix personnels. Vous pouvez dire, bah voilà, ça m'intéresse de faire un peu plus en ayant plus de compétences au sein de ma MSP parce que le médecin me délègue sur ça et que ça m'intéresse d'apprendre et de pouvoir diminuer la file d'attente. Et à ce moment-là, vous mettez en place un protocole de coopération. Mais si vous êtes en MSP, vous pouvez vous dire, bah, j'ai envie de rester à compétences constantes et je m'occupe des patients qui viennent en accès direct pour la lombalgie. Honnêtement, depuis le temps que les protocoles de coopération existent et vu la complexité avec le partage des tâches, la rémunération à partager et la complexité, ça s'est très très peu développé. Et c'est vrai que maintenant qu'on a l'accès direct en MSP avec nos honoraires standards, je suis pas sûre que les protocoles de coopération prennent plus de l'ampleur. Ils vont plutôt disparaître et l'accès direct se généraliser. C'est plutôt pour l'instant fléché dans ce sens-là. Hein. Oui, c'est ça. Puis après, c'est pas du tout la même chose, en fait, de prendre en charge un patient lombalgique dans le cadre d'un accès direct en exercice coordonné, puisque là, on va faire des compétences de kiné. C'est nos compétences propres à notre métier. Et dans le cadre d'un protocole de coopération, c'est comme si on se substituait au médecin. Donc, on fait le boulot du médecin et pas le boulot du kiné. C'est pas du tout la même chose, en fait. Et en effet, si c'est pas très mis en place, euh, c'est que c'est très lourd à mettre en place et que financièrement, il faut quand même négocier avec le médecin que comme ben, il faut pas qu'il vous dise ben, on prend 12 euros chacun. Voilà, il faut pas. C'est pas intéressant pour nous, si clairement, s'il nous dit on prend 12 euros chacun, il faut pas, après ça, chacun voit son intérêt. Mais c'est pas le même boulot en fait. On fait pas la Bon, même chose. la pratique, c'est quand même, Adeline, 25. Oui, oui, en 20 pour général, c'est kiné, 25. Mais 20 pour suppose que médecin. certains délégants souhaiteraient, dites, OK, bon, on met un protocole de coopération, mais par contre, on fait moitié-moitié. Bah, si tu fais moitié-moitié, clairement, en tant que kiné, tu vas pas. Ça va te prendre du temps, ça va te coûter. Enfin, il n'y a pas d'intérêt pour toi. Médecin, oui, mais. D'un point de vue de la profession, je pense que c'est quand même important qu'on s'empare de ces accès directs, qu'on les maîtrise et qu'on puisse répondre au premier recours. Et comme je disais tout à l'heure, par contre, qu'on soit en compétence dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est quand même observé
Et on a peur de deux choses, des dérapages, c'est-à-dire que les kinés surfacturent et prennent plein de passants qui n'en avaient pas besoin, donc on est observé là-dessus. Et on est observé aussi sur les événements indésirables. Donc après, c'est à chacun en sa capacité de savoir ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire, et est-ce qu'il a besoin d'une formation complémentaire pour mettre en place les choses ou pas. De se poser la question, mais collectivement, on est quand même attendu, donc c'est important qu'on fasse attention à ce qu'on fait. C'est des nouvelles façons d'exercer et il faut il faut que la qualité du soin soit au moins égale, si ce n'est meilleure, parce qu'elle elle est faite par les kinésithérapeutes. Je prends un peu mon bâton de pèlerin pour la profession, mais c'est important parce que collectivement, c'est ce qui va nous permettre d'être un acteur de premier recours et peut-être de pouvoir avoir des augmentations ou des reconnaissances si on peut prendre cet accès direct directement, parce qu'on soulagera les urgences en fait. L'entorse de cheville, c'est 6000 passages aux urgences jour en France. Donc, si les kinés en prennent une part et qu'ils le font bien et que ça coûte moins cher, eh ben, c'est tout bénef en fait. Je rejoins Franck. Ayez bien en tête que cette histoire d'accès direct en CPTS arrive juste après la campagne de sensibilisation sur les cotations 7,5, 9,5, parce que les cotations 9,5 avaient augmenté de façon qui n'était pas logique, d'après eux, par rapport à l'usage du 7,5. S'ils se rendent compte que l'accès direct est une façon de ne coter plus que des 9,5, parce qu'un patient qui vient pour une entorse, on va lui trouver en même temps une tendinite du poignet dont il ne se plaignait pas, mais qui est là et qui, voilà, et que finalement, tout le monde est coté en 9,5, là, ça va s'arrêter très vite. Hein. C'est pas pour faire peur, mais il faut être responsable dans ce qu'on fait. Quoi. Si tout est coté 9,5, on aura, enfin, ça sera problématique. Est-ce qu'on a épuisé les questions? On a épuisé les questions et on est dans le timing correct. Ah bah, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Auquel cas, on peut encore y répondre. Sinon, je vais repasser la parole à Pauline pour qu'elle puisse clôturer ce webinaire. C'est bon, il n'y a plus de questions? Il y a une question apparemment. Ah, Toujours par rapport à le fait de ne pas être rémunéré si on identifie un critère. Ouais, c'est un vrai problème du protocole de coopération, en fait. Mais en fait, ce qu'il faut essayer de voir sur ces protocoles de coopération, c'est alors, comment je vais vous dire ça? La Sécu, elle a dit, il faut que ça soit à coût constant. C'est 25 € comme si la personne allait chez le médecin. C'était l'ancienne tarification de consultation du médecin. Par contre, sur le nombre, je pense que on peut peut-être se dire que la majorité n'auront pas de critères d'exclusion, ou alors qui seront vus par le secrétariat, et qui pourront dire, bah voilà, est-ce que bah, vous êtes fait une entorse de cheville, bah, vous ne pouvez pas marcher, bon bah voilà, vous n'êtes pas inclus, vous ne pouvez pas être inclus dans le protocole en fait. Donc là aussi, s'il y a beaucoup d'exclusion et que le kiné, tous les 3 mois, il y a ces groupes de pratique, dit bah, moi je peux plus parce que c'est pas possible, il n'y a que le médecin qui se fait rémunérer, je prends des créneaux et ben voilà, ça peut être disputé pour que l'orientation soit un petit peu plus pertinente, on va dire. Mais je comprends la question. Mais on n'est pas dans de la responsabilité, on est plutôt dans le financement en fait. Voilà. Mais il n'est pas à la hauteur, on est d'accord. Comme la plupart de nos actes. Comme la plupart de nos actes, j'allais le dire et je me suis dit non, je ne vais pas jusque-là, mais Stéphane l'a dit, c'est bien, c'est parfait. On est raccord et d'accord là-dessus. Pour répondre à la rémunération de la question de Stouff, il ne faut pas oublier que, n'oubliez pas que cet été, nous allons avoir notre AMK 7,5 qui va être revalorisé aux alentours de 1,36 €, je crois, c'est ça, Franck, ou quelque chose comme ça, hein? Pourquoi tu me demandes à moi? Est-ce que j'ai plus le tarif en tête? Je n'ai pas en tête, mais en fait, cet été, ouais, il y a ça qui va arriver. Ouais, je ne sais plus le montant exact. Ouais. Donc, c'est vrai que ce n'est pas mirobolant, mais on va quand même avoir une petite réaugmentation. Donc, pour le 7,5, quand même, ça va revaloriser le 7,5
je crois qu'il représente à peu près 40% des actes des kinésithérapeutes, je crois, si je me souviens bien, à peu près, c'est quelque chose comme ça. Donc voilà. Après, C'est pas que on n'est pour pas l'accès direct, forcément. on est clair. Non, c'est pas que pour l'accès direct, mais on parlait de rémunération. Voilà, Oui. donc c'est vrai qu'on va avoir une petite augmentation de rémunération cet été. Il disait que, en fait, il faudrait que l'on puisse avoir un peu de plus-value sur les soins en accès direct. Bien sûr, Voilà. bien sûr. C'est évident et je pense que ça sera dans un deuxième temps si jamais on montre qu'on est en capacité de le faire. On pourra dire, bah, si on s'arrête, bah, toutes les entorses vont aux urgences et elles sont déjà saturées. C'est un exemple, hein. Après, je profite de cette occasion de parler rémunération pour dire que ce n'est pas du tout le rôle de l'URPS. Ça, c'est le rôle des syndicats de négocier ça et que nous, ce n'est pas du tout dans notre rôle. On est là pour vous expliquer les choses telles qu'elles sont. Euh, et ce n'est pas du tout de notre rôle que de travailler sur l'augmentation des rémunérations qu'on trouve, comme vous, pas à la hauteur de nos compétences et du service rendu à la population. Comme ça, c'est dit. Tout à fait. Je me permets Allez, de prendre la main si jamais allez-y. il y a plus de questions. Alors, pour terminer cette soirée ensemble, on souhaitait déjà vous remercier pour votre participation. Si vous pouvez prendre quelques secondes supplémentaires pour nous aider à améliorer nos éventuelles prochaines interventions et puis nous permettre aussi de faire le point sur ce premier webinaire, hein. C'était une première intervention pour nous. Donc, je remercie aussi les élus de l'URPS Kiné pour leur implication dans la préparation du webinaire de ce soir. Je voulais aussi vous avez aussi accès à notre site internet sur lequel vous pouvez trouver l'ensemble de nos projets, outils et actions sur lesquels on travaille au sein de l'URPS. Donc, il y a différentes thématiques comme la démographie, les partenariats avec les instituts de formation MK, des projets autour de la femme et de l'enfant, et aussi les projets qu'on réalise en inter-URPS, donc notamment sur la santé des soignants, sur lequel travaille Serge. Et puis, je vais vous envoyer très prochainement un mail qui reprendra en fait le support diaporama de ce soir, quelques outils complémentaires comme le flyer de l'Observatoire de l'accès direct, et puis également le questionnaire de satisfaction si vous n'avez pas eu l'occasion de le remplir dès ce soir. Donc voilà. Et puis il y a aussi nos coordonnées qui s'affichent. Donc si vous avez encore des questions pour lesquelles on n'a pas répondu ce soir ou qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra avec plaisir. Je rajouterai, merci beaucoup Pauline, je rajouterai que normalement on a tous vos mails, mais si ça n'était pas le cas, si vous aviez été invité, vous avez le lien par quelqu'un d'autre, vous pouvez nous envoyer votre mail à l'adresse contact, ce qui nous permettra de vous envoyer le PowerPoint et puis ce qu'a évoqué Pauline. Eh ben, je finis par vous remercier. Je suis très content d'avoir fait ce webinaire. J'espère qu'il vous a apporté toutes les informations. Et puis, à très bientôt. On attend vos idées et d'un prochain et en tout cas d'avoir une petite évaluation de ce qu'on a pu vous présenter ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. C'était très Merci, au revoir. Au revoir.